Les gardes du port d'Alexandrie voient arriver un navire battant pavillon royal. À son bord, une femme de 40 ans, le visage marqué par les épreuves, mais le regard déterminé. Arsinoé II, sœur du pharaon Ptolémée. II rentre en Égypte après avoir tout perdu. Ses 2 fils ont été assassinés par son propre époux, Ptolémée Kéraonos. Elle a survécu de justesse à ce massacre familial qui visait à éliminer tous les héritiers potentiels au trône de Macédoine. Cette femme qui débarque à Alexandrie n'est pas une réfugiée ordinaire. Elle a régné sur la Thrace aux côtés de Lysimaque, puis sur la Macédoine avec Ptolémée Kéraonos. Elle connaît les rouages du pouvoir, les intrigues de cour, les alliances nécessaires. Mais surtout, elle a compris une vérité cruelle. Dans le monde hellénistique, la famille peut être votre plus grand ennemi. En Égypte, elle retrouve son frère Ptolémée II dans une situation délicate. Le royaume fait face à des révoltes intérieures, des menaces extérieures et une crise de légitimité. La première épouse du pharaon, Arsinoé Ier, vient d'être exilée à Coptos pour complot. Le trône vacille, les ennemis rôdent, et Ptolémée II a besoin d'une alliée de confiance. Arsinoé II propose alors à son frère quelque chose d'impensable, un mariage entre eux. Cette union choquera le monde grec, violera tous les tabous de l'époque, mais elle sauvera l'Égypte ptolémaïque et créera un modèle dynastique qui durera 3 siècles. L'idée d'épouser son frère ne vient pas à Arsinoé II par hasard. Cette femme a survécu au monde impitoyable des royaumes hellénistiques en analysant froidement chaque situation. Elle a vu comment les mariages politiques peuvent tourner au désastre, comment les alliances extérieures peuvent devenir des pièges mortels. Son premier mariage avec Lysimaque lui avait appris les règles du jeu. Malgré leurs 40 ans d'écart, cette union avait été stable et fructueuse. Lysimaque lui avait offert des villes entières, Héraclée du Pont, Théos, Amastris, Cassandreia, et même Éphèse qui fut refondée sous le nom d'Arsinoé. De cette union naquirent 3 fils qui auraient pu hériter de royaumes entiers, mais la mort de Lysimaque avait tout changé. Arsinoé II s'était retrouvée veuve avec 3 enfants et des ambitions intactes. Son erreur fut d'accepter l'alliance avec Ptolémée Kéraonos, qui semblait offrir protection et légitimité. Quelques semaines après le mariage, son nouvel époux fit assassiner 2 de ses fils à Cassandreia. Seul l'aîné Ptolémée de Telmessos échappa au massacre. Cette tragédie lui enseigne une leçon cruciale. Les alliances extérieures sont dangereuses, car elles créent des héritiers concurrents. Un époux étranger peut toujours décider d'éliminer les enfants d'un précédent lit pour sécuriser sa propre descendance. Mais un frère partage le même sang, les mêmes ancêtres, les mêmes intérêts dynastiques. En 275 avant Jésus-Christ, Ptolémée II épouse sa sœur Arsinoé II. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans tout le monde méditerranéen. Les Grecs d'Alexandrie sont partagés entre indignation et fascination. Le mariage entre frères et sœurs était considéré comme réservé aux dieux dans la mythologie grecque, pas aux mortels. Le poète Sotadès écrit une épigramme cinglante pour se moquer de cette union incestueuse. Ptolémée II ne supporte pas cette raillerie publique. Il fait emprisonner le poète et, selon certaines sources, le fait jeter à la mer dans une boîte de plomb. Cette réaction brutale montre à quel point le couple royal est conscient de la fragilité de sa position. Mais Arsinoé II a prévu cette résistance. Elle déploie une stratégie de communication brillante pour légitimer leur union. D'abord, elle s'appuie sur la mythologie égyptienne. Isis et Osiris, divinités centrales du panthéon égyptien, sont eux-mêmes frères et sœurs époux. En se présentant comme leurs incarnations humaines, Arsinoé II et Ptolémée II rendent leur mariage non seulement acceptable, mais sacré aux yeux des Égyptiens. Ensuite, elle fait appel à la mythologie grecque. Zeus et Héra, le couple royal de l'Olympe, sont également frères et sœurs. Le poète Théocrite, moins téméraire que Sotadès, compose une idylle célébrant cette union divine. Il compare explicitement le couple pharaonique à Zeus et Héra, facilitant l'acceptation de ce mariage auprès de la population grecque d'Alexandrie.
Arsinoé II ne se contente pas du titre d'épouse royale. Elle devient co-régente de facto, influençant toutes les décisions importantes du royaume. Cette femme d'expérience apporte à Ptolémée II une vision stratégique que ses conseillers masculins n'ont pas. Quand éclate la première guerre syrienne contre Antiochos Ier en 276, les premières nouvelles sont mauvaises. Les troupes égyptiennes subissent des revers face aux armées séleucides. Le moral des soldats s'effondre et certains généraux envisagent déjà la retraite. C'est alors qu'Arsinoé II prend une décision audacieuse. Elle accompagne Ptolémée II sur le front. La stèle de Pitome témoigne de cette intervention directe. Arsinoé II se rend à Héronpolis, près de l'isthme de Suez, pour inspecter personnellement les troupes et leur redonner courage. Sa présence sur le champ de bataille n'est pas symbolique. Elle comprend que la guerre se joue autant sur le moral que sur la stratégie militaire. Cette initiative porte ses fruits. Les soldats, galvanisés par la présence de leur reine, reprennent l'offensive. La guerre se termine en 271 par une victoire égyptienne qui étend l'influence ptolémaïque en Cilicie et en Carie. Pour la première fois, depuis des décennies, l'Égypte retrouve sa position de grande puissance méditerranéenne. Arsinoé II comprend que leur mariage ne peut survivre sur la simple acceptation populaire. Il faut créer une légitimité religieuse durable. Elle conçoit alors un système théologique révolutionnaire, le culte dynastique des Ptolémées. Le couple royal crée le culte des Théoi Adelphoi, les dieux frères. Cette innovation religieuse dépasse le simple syncrétisme entre mythologie grecque et égyptienne. Elle institue une nouvelle catégorie divine. Les souverains vivants deviennent des dieux de leur vivant, pas seulement après leur mort. Cette divinisation a des conséquences politiques majeures. En devenant des dieux, Ptolémée II et Arsinoé II se placent au-dessus des lois humaines. Leur mariage n'est plus incestueux, il est divin. Leurs décisions ne peuvent plus être contestées sur des bases morales, puisqu'ils incarnent la volonté divine. Le système se perfectionne avec la création de prêtrises spécifiques. Dans tout le royaume, des temples sont consacrés au culte des souverains vivants. Ces prêtres ne se contentent pas de célébrer des rituels, ils deviennent des agents de propagande royale, expliquant aux populations locales pourquoi leurs souverains sont différents des autres mortels. En 270 avant Jésus-Christ, Arsinoé II meurt subitement. Ptolémée II est anéanti, mais il comprend immédiatement le parti qu'il peut tirer de cette tragédie. La mort de sa sœur épouse va lui permettre de franchir une étape supplémentaire dans la construction de leur légitimité divine. Il organise des funérailles grandioses qui durent plusieurs semaines. Arsinoé II est divinisé sous le nom de Philadelphos, celle qui aime son frère. Ptolémée II prend le même épithète, devenant Philadelphe, celui qui aime sa sœur. Cette épithète commune symbolise leur union éternelle au-delà de la mort. 2 temples majeurs sont construits en son honneur, un à Alexandrie et un autre à Memphis. Mais Ptolémée II va plus loin. Il exige que tous les sanctuaires égyptiens intègrent le culte d'Arsinoé II comme Sinaothéos, divinité qui partage le temple avec les dieux traditionnels. Cette mesure révolutionnaire fait d'Arsinoé II la première mortelle à recevoir un culte dans tous les temples d'Égypte. L'opération de communication est parfaitement réussie. Ptolémée II, désormais veuve d'une déesse, devient naturellement un dieu lui-même. Le couple forme la dyade des Théoi Adelphoi, les dieux frères, qui inaugurent le culte dynastique ptolémaïque. Tous leurs successeurs hériteront de ce statut divin et de la légitimité qu'il confère. Le modèle créé par Arsinoé II et Ptolémée II devient rapidement la norme dynastique. Leurs successeurs comprennent que le mariage incestueux n'est plus un scandale, mais une nécessité politique. Il garantit la pureté du sang royal et évite les complications liées aux héritages multiples. Ptolémée III Évergète ne suit pas immédiatement cet exemple. Il épouse Bérénice II de Cyrène dans le cadre d'une alliance politique traditionnelle.
Mais ce mariage externe crée précisément les problèmes qu'Arsinoé II avait voulu éviter. Bérénice II doit constamment prouver sa loyauté envers la dynastie ptolémaïque plutôt qu'envers sa famille d'origine. C'est avec Ptolémée IV Philopator que le système d'Arsinoé II se généralise vraiment. Il épouse sa sœur cadette Arsinoé III, reprenant exactement le modèle de ses grands-parents. Cette union produit un héritier, Ptolémée V Épiphane, qui assure la continuité dynastique sans complications externes. Mais Ptolémée IV pousse la logique du système à son extrême. Pour éliminer toute concurrence potentielle, il assassine méthodiquement tous ses proches. Son oncle Lysimaque, sa mère Bérénice II, son frère Magas et finalement sa propre sœur épouse Arsinoé III. Le modèle d'Arsinoé II, conçu pour protéger la famille royale, se transforme en machine à broyer cette même famille. Ptolémée V Épiphane, orphelin de père et de mère à 6 ans, épouse Cléopâtre Ier, fille du roi séleucide Antiochos III. Ce retour temporaire aux alliances externes produit 3 enfants. Ptolémée VI Philométor, Ptolémée VIII Évergète II et Cléopâtre II. Mais cette génération va connaître les pires excès du système ptolémaïque. Cléopâtre II épouse d'abord son frère aîné, Ptolémée VI Philométor. Leur union semble stable jusqu'à ce que Ptolémée VIII Évergète II revendique sa part d'héritage. Une guerre civile éclate entre les 2 frères, avec Cléopâtre II au centre des enjeux. Quand Ptolémée VI meurt, Ptolémée VIII épouse immédiatement sa belle-sœur, devenant ainsi le mari de la veuve de son propre frère. Mais Ptolémée VIII ne s'arrête pas là. Il assassine le fils que Cléopâtre II avait eu avec son premier mari, éliminant ce rival potentiel. Puis il prend une deuxième épouse, Cléopâtre III, qui est à la fois sa nièce et sa belle-fille. Cette femme est doublement liée à lui par le sang et par alliance. Le système atteint son paroxysme de complexité et d'horreur quand Ptolémée VIII fait violence à la fille de Cléopâtre II, qui devient sa 3e épouse. Cette jeune femme est simultanément sa belle-fille, sa nièce par 2 branches différentes, et désormais, sa femme. Le palais ptolémaïque ressemble désormais à un labyrinthe incestueux où chaque nouvelle union multiplie les liens de parenté. Ptolémée IX Sotère II, fils de Ptolémée VIII et de Cléopâtre III, hérite d'un système dynastique parfaitement rodé, mais complètement perverti. Il épouse successivement ses 2 sœurs, d'abord Cléopâtre IV, puis Cléopâtre Sélénée. Cette polygamie sororale devient une nouvelle norme dans la famille royale. Cléopâtre Sélénée illustre parfaitement la condition des femmes royales ptolémaïques. Après son mariage avec son frère Ptolémée IX, elle épouse successivement 3 rois séleucides, Antiochos VIII Grippo, Antiochos IX Kyzikénos et Antiochos X Eusébès Philopator. Elle finit assassinée en 69 à Séleucie, sur l'Euphrate, victime des intrigues dynastiques qu'elle avait passé sa vie à naviguer. Mais c'est un mariage non dynastique de Ptolémée IX qui aura les conséquences les plus importantes. Il prend pour maîtresse une femme dont l'identité reste inconnue, violant ainsi les règles de pureté sanguine établies par Arsinoé II. Cette union impure produit 4 enfants, dont Ptolémée XII Néo, Dionysos Aulète, futur père de Cléopâtre VII. Cette branche bâtarde de la famille royale montre les limites du système d'Arsinoé II. La consanguinité excessive a affaibli génétiquement la lignée principale, rendant nécessaire l'introduction de sang nouveau. Mais cette ouverture crée de nouveaux problèmes de légitimité que les derniers Ptolémées devront résoudre. Ptolémée XII. Aulète, fils illégitime de Ptolémée IX, doit constamment prouver sa légitimité face aux branches plus pures de la famille. Il épouse probablement Cléopâtre V Tryphaïna, elle-même descendante de unions incestueuses multiples. Leur fille, Cléopâtre VII, hérite ainsi d'un patrimoine génétique extrêmement concentré. L'arbre généalogique de Cléopâtre VII révèle l'aboutissement du système créé par Arsinoé II. Elle n'a que 6 arrière-grands-parents au lieu des 16 normaux, tant les mariages consanguins se sont accumulés sur les générations.
Ptolémée IX occupe simultanément 5 positions différentes dans sa généalogie. Grand-père paternel, grand-oncle paternel, grand-oncle maternel, arrière-grand-père maternel et arrière-grand-oncle. Cette concentration génétique extrême aurait dû produire une héritière faible et maladive, conformément aux lois de la génétique. C'est exactement l'inverse qui se produit. Cléopâtre VII naît avec une intelligence exceptionnelle, une beauté remarquable et surtout une énergie politique que ses prédécesseurs n'avaient plus depuis longtemps. Quand Cléopâtre VII accède au trône en 51 avant Jésus-Christ, elle hérite de 3 siècles de traditions incestueuses, mais elle va complètement révolutionner leur application. Son père, Ptolémée XII, stipule dans son testament qu'elle doit épouser son frère, Ptolémée XIII, âgé de seulement 10 ans. Cette union respecte formellement les règles dynastiques, mais Cléopâtre n'a aucune intention de partager réellement le pouvoir. À 18 ans, elle comprend immédiatement que son jeune époux frère représente une menace future. Les conseillers de Ptolémée XIII, dirigés par l'eunuque Potin et le général Achillas, complotent pour écarter la reine du pouvoir. Ils utilisent la jeunesse du pharaon pour gouverner en son nom, reproduisant les schémas de régence qui ont affaibli tant de règnes ptolémaïques. Cléopâtre réagit en rompant avec la tradition familiale. Plutôt que de chercher des alliances internes ou d'éliminer physiquement son rival, elle se tourne vers l'extérieur. Rome devient son recours, pas sa famille. Cette décision marque une rupture fondamentale avec le système d'Arsinoé II. Quand Jules César arrive à Alexandrie en 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre saisit immédiatement l'opportunité. Elle se fait introduire secrètement dans le palais royal, roulée dans un tapis, selon la légende, pour rencontrer le général romain sans témoin. Cette entrevue clandestine change le cours de l'histoire. La liaison entre Cléopâtre VII et Jules César transcende largement la simple attraction personnelle. C'est une alliance stratégique qui rompt définitivement avec les traditions ptolémaïques. Pour la première fois depuis Arsinoé II, une reine d'Égypte mise sa survie sur une alliance extérieure plutôt que sur les solidarités familiales. Cette stratégie porte immédiatement ses fruits. César prend le parti de Cléopâtre contre Ptolémée XIII et ses conseillers. La guerre civile qui s'ensuit tourne rapidement en faveur de la reine. Ptolémée XIII meurt noyé dans le Nil en tentant de fuir et ses principaux soutiens sont éliminés ou exilés. Conformément aux traditions dynastiques, Cléopâtre épouse alors son autre frère, Ptolémée XIV, âgé de 12 ans. Mais cette union n'est qu'une façade diplomatique. La véritable alliance de Cléopâtre reste avec César et leur fils Césarion devient l'héritier désigné du trône d'Égypte. En 44 avant Jésus-Christ, l'assassinat de César aux Ides de Mars change brutalement la donne. Cléopâtre perd son protecteur et se retrouve isolée face aux nouvelles autorités romaines. Elle rentre précipitamment en Égypte et fait empoisonner Ptolémée XIV pour éliminer ce rival potentiel. Cette décision montre qu'elle a parfaitement assimilé les méthodes ptolémaïques d'élimination des concurrents. En 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine convoque Cléopâtre à Tars pour s'expliquer sur son soutien à César. La reine d'Égypte transforme cette convocation hostile en opportunité diplomatique. Elle organise une mise en scène grandiose, arrivant sur une galère dorée déguisée en Aphrodite, déesse de l'amour. Cette stratégie de séduction politique fonctionne parfaitement. Marc-Antoine tombe sous le charme de Cléopâtre, mais surtout il comprend l'intérêt d'une alliance avec l'Égypte. Le royaume des Ptolémées reste la puissance économique la plus riche de Méditerranée orientale, et ses ressources sont indispensables pour les ambitions impériales de Marc-Antoine. Leur union produit 3 enfants, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, puis Ptolémée Philadelphe. Ces noms révèlent les ambitions du couple. Alexandre Hélios rappelle Alexandre le Grand et symbolise les ambitions orientales. Cléopâtre Sélénée évoque l'héritage séleucide. Ptolémée Philadelphe fait directement référence au fondateur du système incestueux ptolémaïque. Mais cette alliance avec Marc-Antoine reproduit les erreurs stratégiques des premiers Ptolémées. En s'associant trop étroitement à un leader romain,
Cléopâtre devient automatiquement l'ennemi de ses rivaux. Quand Octave et Marc-Antoine entrent en guerre ouverte, l'Égypte se retrouve entraînée dans un conflit qui la dépasse. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, les flottes d'Octave et de Marc-Antoine s'affrontent au large d'Actium. Cette bataille navale décisive va déterminer l'avenir de l'Empire romain et sceller le destin de l'Égypte ptolémaïque. Cléopâtre commande personnellement une escadre de 60 navires égyptiens. Sa présence sur le champ de bataille n'est pas symbolique. Elle comprend que cette guerre décidera de l'indépendance de son royaume. Quand la bataille tourne au désavantage de Marc-Antoine, elle prend une décision controversée. Elle ordonne la retraite de sa flotte. Cette manœuvre est interprétée comme une trahison par les partisans de Marc-Antoine, mais elle révèle, en réalité, la lucidité stratégique de Cléopâtre. Elle comprend que la bataille est perdue et qu'il vaut mieux sauver ce qui peut l'être plutôt que de sacrifier inutilement ses forces. La défaite d'Actium marque la fin pratique de l'indépendance égyptienne. Octave débarque en Égypte l'année suivante avec une armée considérable. Marc-Antoine et Cléopâtre tentent quelques résistances, mais leur situation est désespérée. Le système ptolémaïque, qui avait survécu 3 siècles grâce au mariage incestueux, s'effondre face à la puissance romaine. Le 12 août 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII se donne la mort dans son mausolée d'Alexandrie. Les circonstances exactes de son suicide restent débattues. Morsure de serpent, poison ou poignard. Mais l'essentiel n'est pas dans les détails techniques, c'est dans la signification politique de cet acte. En choisissant la mort plutôt que la captivité, Cléopâtre préserve la dignité de sa dynastie. Elle évite l'humiliation d'être exhibée dans le triomphe d'Octave, sort réservé aux souverains vaincus. Son suicide transforme sa défaite militaire en victoire morale. Mais sa mort marque surtout la fin définitive du système créé par Arsinoé II. Octave fait assassiner Césarion, éliminant le dernier héritier mâle de la lignée ptolémaïque. Les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine sont emmenés à Rome, où ils disparaissent dans l'anonymat. L'Égypte devient une province romaine, gouvernée par un préfet nommé par l'empereur. Le modèle dynastique fondé sur l'inceste systématique, qui avait permis aux Ptolémées de régner 3 siècles, s'éteint avec sa dernière représentante. L'expérience unique de cette dynastie, inaugurée par le mariage scandaleux d'Arsinoé II et Ptolémée II, prend fin dans le mausolée d'Alexandrie. 3 siècles après son mariage révolutionnaire avec Ptolémée II, Arsinoé II laisse un héritage profondément contradictoire. D'un côté, son innovation a permis à l'Égypte de maintenir son indépendance pendant une période exceptionnellement longue dans un monde méditerranéen en constante évolution. Le système qu'elle a créé présentait des avantages politiques indéniables. Les mariages incestueux éliminaient les complications liées aux alliances externes, simplifiaient les questions de succession et renforçaient la cohésion dynastique. Il permettait aussi de présenter la famille royale comme divine au-dessus des lois communes. Sur le plan économique, ce système évitait la dispersion du patrimoine royal qui accompagnait traditionnellement les mariages politiques. Les dots, terres et trésors restaient concentrés dans les mêmes mains, préservant la richesse dynastique nécessaire au maintien de l'indépendance. Mais d'un autre côté, ce système a produit une dégénérescence progressive de la qualité des souverains. Les mariages consanguins répétés ont affaibli génétiquement la lignée royale, produisant des dirigeants de plus en plus instables et violents. La normalisation du crime familial a transformé le palais royal en théâtre permanent de tragédies sanglantes. L'histoire de la dynastie ptolémaïque offre des leçons troublantes sur les limites du pouvoir absolu. En se plaçant au-dessus des lois morales de leur époque, les Ptolémées ont créé un système qui leur a effectivement permis de survivre plus longtemps que leurs contemporains. Mais ce succès temporaire s'est payé d'un prix humain considérable. Le modèle d'Arsinoé II prouve qu'il est possible de transformer un scandale en force politique, à condition de disposer des ressources nécessaires pour imposer une nouvelle norme. La propagande religieuse, l'intimidation physique et la
création d'intérêts économiques convergents, peuvent effectivement légitimer l'illégitimité. Mais cette expérience montre aussi que les violations systématiques des tabous fondamentaux finissent par corrompre ceux qui les pratiquent. Les Ptolémées ont commencé par violer l'interdit de l'inceste pour des raisons politiques rationnelles. Ils ont fini par banaliser le meurtre familial, créant une culture dynastique profondément pathologique. Le parallèle avec d'autres expériences historiques est frappant. Chaque fois qu'une élite se persuade qu'elle peut s'affranchir des règles communes pour la bonne cause, elle enclenche une dynamique de dégradation morale qui finit par la détruire de l'intérieur. Paradoxalement, c'est la dernière représentante de cette dynastie corrompue qui est devenue l'une des figures les plus emblématiques de l'Antiquité. Cléopâtre VII fascine encore nos contemporains, non pas à cause de ses mariages incestueux, mais malgré eux. Son génie a consisté à transcender l'héritage empoisonné qu'elle avait reçu. Contrairement à ses prédécesseurs, elle a appris l'égyptien, s'est rapprochée de la population indigène et a tenté de régénérer sa dynastie par des alliances externes. Elle a compris que le système d'Arsinoé II avait atteint ses limites et qu'il fallait l'adapter aux réalités nouvelles. Sa tragédie personnelle illustre parfaitement les contradictions de son époque. Femme d'exception dans un système dynastique décadent, elle a tenté de concilier l'héritage ptolémaïque avec les nécessités géopolitiques de son temps. Son échec n'enlève rien à la grandeur de cette tentative. L'histoire d'Arsinoé II et de ses héritiers nous rappelle que les solutions d'exception ne peuvent devenir des systèmes durables sans perdre leur efficacité. Ce qui fonctionne une fois comme stratégie de survie peut devenir un piège mortel quand il se transforme en tradition. La princesse qui avait couché avec son frère pour sauver son trône avait créé un modèle politique révolutionnaire. 3 siècles plus tard, ce modèle révolutionnaire était devenu un carcan mortel dont même Cléopâtre VII n'a pu s'extraire complètement. Aujourd'hui, quand nous évoquons les Ptolémées, nous pensons généralement à leurs réalisations culturelles, la bibliothèque d'Alexandrie, le phare, les progrès scientifiques de l'époque hellénistique. Nous oublions souvent que ces merveilles ont été financées par un système dynastique fondé sur la violation systématique des tabous les plus fondamentaux de l'humanité. Cette amnésie sélective révèle peut-être une vérité profonde sur notre rapport à l'histoire. Nous préférons retenir les beautés créées par les civilisations passées plutôt que les horreurs qui les ont rendues possibles. L'héritage d'Arsinoé II nous rappelle que cette distinction confortable n'est pas toujours possible. La femme qui avait inventé l'inceste royal pour sauver sa dynastie avait créé un système qui a effectivement sauvé l'Égypte ptolémaïque pendant 3 siècles, mais elle avait aussi légué à ses descendants un héritage empoisonné qui les a finalement tous détruits. Son génie et sa tragédie se confondent dans cette contradiction insurmontable. Derrière la grandeur politique du système ptolémaïque se cachent des milliers de victimes anonymes. Les femmes de la famille royale payent le prix le plus lourd de cette logique dynastique. Elles deviennent des pions dans un jeu politique qui les dépasse, des ventres reproducteurs destinés à perpétuer une lignée maudite. Cléopâtre Sélénée, sœur épouse de Ptolémée IX, illustre parfaitement ce destin tragique. Mariée, d'abord à son frère, elle est ensuite prêtée à 3 rois séleucides successifs pour sceller des alliances diplomatiques. Sa vie entière se résume à une série de mariages politiques qui l'emmènent d'Alexandrie à Antioche, de palais en palais, sans jamais lui permettre de choisir son destin. Elle finit assassinée en 69 avant Jésus-Christ, à Séleucie, sur l'Euphrate, victime d'une intrigue dynastique séleucide. Sa mort passe inaperçue dans les chroniques de l'époque, noyée dans la liste interminable des violences politiques qui ensanglantent le monde hellénistique finissant. Les enfants royaux subissent un sort à peine moins cruel. Élevés dans la perspective de règnes qui ne viendront peut-être jamais, ils apprennent dès leur plus jeune âge que leurs propres frères et sœurs sont leurs rivaux potentiels. Cette éducation produit des adultes incapables de relations humaines normales, conditionnés pour la méfiance et la violence. Ptolémée Eupator, fils de Ptolémée VI et Cléopâtre II,
aurait dû régner sous le nom de Ptolémée VII, mais son oncle Ptolémée VIII l'assassine pour s'emparer du trône. Ce meurtre d'un enfant innocent par son propre oncle illustre jusqu'où peut mener la logique du système créé par Arsinoé II. L'obsession dynastique des Ptolémées finit par affecter gravement l'économie égyptienne. Les guerres civiles constantes entre prétendants au trône épuisent les ressources du royaume. Chaque conflit de succession mobilise des armées, finance des mercenaires, détruit des infrastructures. Sous Ptolémée VIII, la guerre civile contre son frère Ptolémée VI dure plusieurs années. Les campagnes égyptiennes sont ravagées par les armées rivales. Les paysans fuient leurs terres, la production agricole s'effondre. Les revenus fiscaux diminuent précisément au moment où les dépenses militaires explosent. Cette situation économique désastreuse oblige les derniers Ptolémées à chercher des soutiens financiers extérieurs. Ils deviennent progressivement dépendants des prêteurs romains, hypothéquant l'indépendance du royaume pour financer leur querelle familiale. Ptolémée XII. Aulette illustre parfaitement cette dépendance. Chassé d'Égypte par une révolte populaire en 58 avant Jésus-Christ, il ne peut reconquérir son trône qu'avec l'aide militaire romaine. Cette intervention coûte si cher qu'elle grève définitivement les finances égyptiennes. Les créanciers romains ne se contentent plus d'intérêts financiers. Ils exigent des garanties politiques. L'Égypte ptolémaïque perd progressivement sa liberté de manœuvre diplomatique, devenant un protectorat de fait bien avant sa conquête, définitive par Octave. Les sources antiques, rédigées par et pour les élites, passent sous silence la résistance populaire au système ptolémaïque. Pourtant, des indices épars révèlent que les populations égyptiennes n'acceptent pas passivement cette dynastie incestueuse et violente. Les révoltes indigènes se multiplient sous les derniers Ptolémées. Ces soulèvements ne sont pas seulement économiques ou fiscaux. Ils expriment aussi un rejet moral profond envers des souverains qui violent ouvertement les tabous fondamentaux. La révolte de la Thébaïde, qui dure plus de 20 ans sous Ptolémée IV et Ptolémée V, témoigne de cette résistance. Les insurgés ne se contentent pas de refuser l'impôt. Ils proclament des pharaons alternatifs, reconstituent une royauté pure, opposée à la dynastique corrompue d'Alexandrie. Ces pharaons rebelles adoptent des titulatures traditionnelles, évitant soigneusement les épithètes incestueuses des Ptolémées. Ils se présentent comme les restaurateurs de l'Égypte authentique face aux usurpateurs grecs. La répression de ces révoltes nécessite des moyens militaires considérables. Les Ptolémées doivent maintenir des garnisons permanentes dans le sud égyptien, détournant des ressources précieuses de la défense des frontières extérieures. Le système matrimonial ptolémaïque finit par isoler diplomatiquement l'Égypte dans le concert des nations hellénistiques. Les autres dynasties royales répugnent à contracter des alliances avec une famille qui pratique ouvertement l'inceste. Les rois séleucides, pourtant héritiers de traditions perses plus tolérantes envers la consanguinité, évitent soigneusement les mariages avec les Ptolémées après quelques expériences malheureuses. Bérénice Syra, fille de Ptolémée II, donnée en mariage à Antiochos II, finit assassinée dans les intrigues de la cour séleucide. Cette méfiance diplomatique prive l'Égypte d'alliances naturelles contre Rome. Quand la puissance romaine menace l'indépendance de tous les royaumes hellénistiques, les Ptolémées ne trouvent aucun allié fiable parmi leurs pairs. Paradoxalement, le système créé par Arsinoé II pour protéger la dynastie finit par l'affaiblir face aux menaces extérieures. L'endogamie, qui devait préserver la pureté du sang royal, isole politiquement l'Égypte au moment où elle aurait le plus besoin de solidarités externes. Cette isolation diplomatique explique en partie pourquoi Cléopâtre VII se tourne vers Rome. N'ayant pas d'alliés potentiels parmi les royautés hellénistiques, elle n'a d'autre choix que de miser sur les factions romaines rivales. L'obsession dynastique des Ptolémées affecte aussi la vie culturelle d'Alexandrie. La bibliothèque et le musée, fleurons de la civilisation hellénistique, déclinent progressivement sous les derniers souverains.
Les querelles de succession détournent les ressources publiques du mécénat culturel vers les dépenses militaires. Les savants et artistes fuient une cour devenue dangereuse où l'appartenance à telle ou telle faction peut coûter la vie. Sous Ptolémée VIII, les purges politiques touchent directement les milieux intellectuels alexandrins. Des grammairiens, des philosophes, des médecins sont exilés ou assassinés pour leurs opinions présumées. Cette répression provoque un exode massif des élites culturelles vers d'autres centres hellénistiques. Rhodes, Pergame, même Athènes bénéficient de cette hémorragie alexandrine. Les manuscrits, les savants, les traditions artistiques se dispersent, affaiblissant définitivement le rayonnement culturel de l'Égypte ptolémaïque. Cléopâtre VII tente de restaurer ce prestige culturel, mais il est trop tard. Les générations perdues ne se reconstituent pas en quelques années, et la conquête romaine interrompt définitivement cette renaissance avortée. Plusieurs souverains ptolémaïques tentent de réformer le système matrimonial dynastique, mais ces essais échouent face aux résistances internes et aux contraintes politiques. Ptolémée III Évergète épouse Bérénice. 2 de Cyrène, dans l'espoir de régénérer la lignée royale par un apport génétique externe. Cette union produit effectivement des héritiers vigoureux, mais elle crée aussi des problèmes de légitimité que ses successeurs ne savent pas résoudre. Les enfants issus de ce mariage externe doivent constamment prouver leur authenticité ptolémaïque face aux partisans de l'endogamie pure. Cette situation génère des conflits dynastiques encore plus complexes que ceux du système traditionnel. Ptolémée V. Épiphane tente une autre approche en épousant Cléopâtre Ier, fille du roi séleucide Antiochos III. Cette alliance vise à créer une solidarité anti-romaine entre les deux grandes dynasties hellénistiques. Mais cette stratégie matrimoniale échoue complètement. Les enfants issus de ce mariage, Ptolémée VI, Ptolémée VIII et Cléopâtre, II, se déchirent dans des guerres civiles encore plus atroces que celles de leurs prédécesseurs. Ces échecs démontrent que le système créé par Arsinoé II est devenu irréformable. Toute tentative de modification génère des dysfonctionnements encore pires que les problèmes qu'elle prétend résoudre. L'aspect le plus troublant du système ptolémaïque réside dans ses conséquences psychologiques sur les membres de la famille royale. Élevés dans un environnement où l'inceste est normal et le meurtre familial banal, ces enfants développent des pathologies comportementales graves. Ptolémée. 4 Philopator illustre parfaitement cette dégénérescence psychologique. Il assassine méthodiquement tous ses proches, mère, frère, oncle, épouse, sans manifester la moindre émotion. Cette froideur meurtrière révèle une personnalité profondément perturbée par son éducation dynastique. Ptolémée VIII développe des perversions sexuelles explicitement liées à l'inceste familial. Il viole sa belle-fille, épouse ses nièces, accumule les unions consanguines, comme d'autres collectionnent les trophées. Cette boulimie incestueuse témoigne d'une sexualité complètement déstructurée. Les femmes de la famille royale développent elles aussi des pathologies spécifiques. Cléopâtre III manipule ses fils, Ptolémée IX et Ptolémée X, dressant ses propres enfants, les uns contre les autres pour conserver son influence politique. Cette instrumentalisation des liens familiaux produit des individus incapables d'affection authentique. Leurs relations personnelles se résument à des calculs de pouvoir. Leurs sentiments se limitent à la méfiance et à l'ambition. Les dernières générations ptolémaïques illustrent l'aboutissement logique du système créé par Arsinoé II. Ptolémée XI Alexandre II règne exactement 19 jours avant d'être lynché par la foule alexandrine. Son crime, avoir assassiné Bérénice III, sa belle-mère et épouse, quelques semaines après leur mariage. Ce lynchage révèle que même la population d'Alexandrie, pourtant habituée aux excès dynastiques, a des limites. Le meurtre d'une reine populaire par son propre époux beau-fils dépasse ce que l'opinion publique peut tolérer. Ptolémée. 12 Aulète doit son surnom péjoratif, joueur de flûte, à sa préférence pour les arts plutôt que pour la politique.
Cette apparente frivolité cache en réalité une stratégie de survie. En se réfugiant dans les plaisirs esthétiques, il évite les pièges mortels de la vie dynastique. Mais cette stratégie d'évitement ne peut fonctionner indéfiniment. Les crises économiques et les pressions romaines obligent même ce roi artiste à prendre des décisions politiques qui déclenchent des révoltes et des exils. Bérénice IV, fille de Ptolémée XII, tente de renverser son père avec l'appui des Alexandrins. Cette révolte filiale témoigne de la complète dislocation des liens familiaux dans la dynastie ptolémaïque. Une fille n'hésite plus à faire la guerre à son propre père. Dans ce contexte de décadence généralisée, l'émergence de Cléopâtre VII apparaît comme un miracle historique. Cette femme exceptionnelle réussit à transcender l'héritage empoisonné de sa famille pour redevenir une véritable souveraine. Sa première innovation consiste à apprendre l'égyptien, devenant la première Ptolémée depuis 3 siècles à pouvoir communiquer directement avec ses sujets indigènes. Cette démarche révèle une intelligence politique que ses prédécesseurs n'avaient plus. Elle comprend que la survie de sa dynastie passe par une réconciliation avec les populations égyptiennes. Contrairement à ses ancêtres enfermés dans leurs palais alexandrins, elle voyage à travers l'Égypte, participe aux cérémonies religieuses traditionnelles, adopte la titulature pharaonique complète. Cette stratégie de réégyptianisation porte ses fruits. Pour la première fois depuis des générations, une souveraine ptolémaïque jouit d'une popularité authentique auprès de ses sujets. Les témoignages papyrologiques révèlent que les Égyptiens considèrent Cléopâtre VII comme leur véritable pharaon, pas comme une usurpatrice étrangère. Mais cette réconciliation avec l'Égypte ne peut compenser la faiblesse militaire du royaume face à Rome. Cléopâtre VII hérite d'un État épuisé par 3 siècles de guerre civile, d'un trésor vidé par les dépenses dynastiques, d'une armée démoralisée par les défaites répétées. L'alliance avec Jules César offre à Cléopâtre VII l'illusion d'une renaissance possible. Le général romain dispose de la puissance militaire qui manque à l'Égypte, tandis que l'Égypte possède les ressources économiques que convoite Rome. Leur fils Césarion symbolise cette alliance régénératrice. Pour la première fois depuis des siècles, un héritier ptolémaïque n'est pas le produit d'un mariage incestueux. Ce métissage romano-égyptien pourrait théoriquement inaugurer une nouvelle ère dynastique. César semble effectivement séduit par le modèle pharaonique. Ces derniers projets incluent une possible orientalisation du pouvoir romain, avec Alexandrie comme seconde capitale de l'Empire. Cette vision géopolitique révolutionnaire aurait pu sauver l'indépendance égyptienne. Mais l'assassinat de César aux Ides de mars 44 brise brutalement ce rêve. Cléopâtre VII se retrouve isolée face à des héritiers politiques romains qui ne partagent pas les ambitions orientales du dictateur. Elle commet alors l'erreur de faire empoisonner Ptolémée XIV, son frère époux. Cette décision révèle qu'elle n'a pas complètement rompu avec les méthodes ptolémaïques traditionnelles. En éliminant ce rival potentiel, elle reproduit les erreurs de ses ancêtres. L'alliance avec Marc-Antoine représente la dernière chance de sauver l'indépendance égyptienne. Ce général ambitieux partage avec Cléopâtre VII une vision orientale de l'Empire romain qui pourrait préserver l'autonomie ptolémaïque. Leurs projets communs révèlent une ambition géopolitique considérable. Les donations d'Alexandrie de 34 avant Jésus-Christ redistribuent théoriquement tout l'Orient entre leurs enfants. Alexandre Hélios reçoit l'Arménie et la Médie, Cléopâtre Sélénée la Cyrénaïque et la Libye, Ptolémée Philadelphe la Syrie et la Cilicie. Cette répartition territoriale annonce la création d'un empire oriental autonome, dirigé par la descendance de Cléopâtre VII et Marc-Antoine. Si ce projet avait réussi, il aurait définitivement sauvé l'héritage ptolémaïque de l'absorption romaine. Mais cette ambition se heurte à la détermination d'Octave de préserver l'unité de l'Empire romain. La guerre civile devient inévitable entre les deux conceptions rivales de la romanité, occidentale et républicaine chez Octave, orientale et monarchique chez Marc-Antoine. La bataille d'Actium révèle la faiblesse structurelle de la coalition anti-octavienne.
les alliés orientaux de Marc-Antoine ne sont pas assez nombreux pour compenser la supériorité numérique et technique des légions occidentales. L'agonie de l'Égypte ptolémaïque se déroule en quelques mois tragiques. Après Actium, Octave débarque méthodiquement ses légions sur la côte égyptienne. Les dernières forces loyales à Cléopâtre VII s'effondrent sans résistance sérieuse. Marc-Antoine tente quelques coups de force désespérés, mais ses propres soldats l'abandonnent progressivement. Les mercenaires comprennent que la cause est perdue et négocient secrètement leur reddition avec les émissaires d'Octave. Cléopâtre VII se barricade dans son mausolée avec ses derniers fidèles. Elle négocie un temps avec Octave, espérant peut-être sauver la vie de ses enfants et préserver une forme d'autonomie égyptienne. Mais elle comprend rapidement que le vainqueur romain n'acceptera aucun compromis. L'Égypte doit devenir une province romaine comme les autres, et sa personne doit figurer dans le triomphe d'Octave pour légitimer sa victoire. Son suicide transforme cette défaite politique en victoire morale. En choisissant la mort plutôt que l'humiliation, elle préserve la dignité de sa dynastie et crée le mythe qui lui survivra. L'histoire de la dynastie ptolémaïque s'achève donc par un paradoxe cruel. La femme qui avait sauvé sa famille en créant le système de l'inceste royal avait aussi programmé sa destruction finale. Le modèle matrimonial imaginé par Arsinoé II en 275 avant Jésus, Christ avait effectivement permis à l'Égypte de survivre 3 siècles dans un monde méditerranéen dominé par Rome. Aucune autre monarchie hellénistique n'avait résisté aussi longtemps à l'expansion romaine, mais ce succès temporaire s'était payé d'un prix humain considérable. 3 siècles de mariages incestueux avaient produit des générations de souverains de plus en plus décadents, violents et inadaptés aux défis de leur époque. Cléopâtre VII, ultime héritière de cette lignée maudite, avait tenté de briser le cercle vicieux créé par son ancêtre. Son intelligence, son charisme, sa capacité politique étaient indéniables. Mais elle n'avait pas pu compenser seule 3 siècles de dégénérescence dynastique. Sa mort marque la fin définitive d'une expérience unique dans l'histoire humaine. Une dynastie entière construite sur la violation systématique des tabous les plus fondamentaux. Cette expérience avait prouvé qu'il était possible de transformer un scandale en système politique durable. Mais elle avait aussi démontré que les violations répétées des lois morales finissent par corrompre irrémédiablement ceux qui les pratiquent. Les Ptolémées avaient survécu en tant que dynastie, mais ils avaient perdu leur humanité en chemin. Aujourd'hui, quand nous évoquons Cléopâtre VII, nous oublions généralement qu'elle était l'héritière de cette tradition incestueuse. Nous préférons retenir son histoire d'amour avec César et Marc-Antoine plutôt que ses mariages avec ses frères Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Cette amnésie sélective révèle peut-être notre difficulté à accepter que la grandeur et l'horreur puissent coexister dans la même civilisation. L'Égypte ptolémaïque nous a légué des merveilles culturelles et scientifiques, mais elle les a produites grâce à un système dynastique profondément perverti. La princesse qui avait couché avec son frère pour sauver son trône avait effectivement sauvé sa dynastie, mais elle l'avait sauvée au prix de son âme. Cette contradiction insurmontable résume peut-être toute l'ambiguïté du pouvoir absolu et de ses tentations mortelles. L'héritage d'Arsinoé II nous rappelle qu'aucune fin, même la plus noble, ne justifie tous les moyens, et que les solutions d'exception, quand elles deviennent des systèmes permanents, finissent toujours par dévorer ceux qui les ont créés.